C'est parti pour découvrir les secrets d'Artefact. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, plus ou moins règles, car je vais vous présenter de nouvelles règles d'Artefact, avec notamment des nouveaux modules que vous pourrez ajouter. On verra un peu plus comment gérer les différentes manches, et donc les phases d'arène, les phases de gestion, les phases d'édification, et puis surtout des nouvelles pièces que vous pourrez mettre dans votre machine qui seront de meilleure qualité. On appelle ça les pièces de haute qualité. Mais tout d'abord, on va commencer par les deux nouveaux modules. Le premier module que je vais vous présenter aujourd'hui est l'améliorateur. L'améliorateur, c'est cet emplacement circulaire qui est sur votre plateau de gestion. Ce plateau circulaire vous permettra de placer une géode de fusion à l'intérieur afin de l'améliorer, d'où le nom améliorateur. Comment ça va se passer concrètement? L'améliorateur, c'est une action comme les autres dans la phase de gestion, et donc vous avez cette action disponible en plus des 3 actions supplémentaires que sont le constructeur, l'installation architectonique et cinématique. Vous allez donc prendre votre jeton ouvrier, le placer sur l'améliorateur, vous dépensez comme d'habitude vos gemmes d'action pour faire l'action soit basiquement, soit en altérant la capacité, donc en changeant les phases des dés. Ici, la valeur, ça sera alpha plus bêta qui sera pris en compte, donc ça peut être intéressant. L'action améliorateur, comment ça se passe? On prend une géode élémentaire qu'on va placer sur l'améliorateur. Ici, je vous la mets face visible, mais en réalité, elle sera face cachée, pour pas que les autres joueurs voient ce que vous avez posé dans l'améliorateur. Et vous avez un petit cube qui est placé quasiment au centre, donc juste à côté de la géode que vous venez de placer. Ce petit cube, vous allez le déplacer d'autant de cases que alpha plus bêta, donc que la valeur des 2 dés de la phase de gestion. Imaginons que j'ai alpha 5 et bêta 4, et bien je vais donc avancer ce petit cube de 9 cases. En faisant ça, j'ai traversé certaines cases, notamment des cases avec des petits ronds étoilés. Ces ronds étoilés sont appelés des nucléides. Et lorsque vous en traversez, vous en gagnez et vous les placez sur la géode élémentaire. Là par exemple, j'ai dépassé la valeur 2, donc je pose une nucléide de valeur 2 sur la géode élémentaire. Après avoir fait cette partie de l'action, je peux décider soit de récupérer la géode élémentaire, soit de la laisser en place. Et donc, je pourrais refaire l'action améliorateur plus tard pour pouvoir améliorer encore plus cette géode. Et lorsque vous sortez cette géode élémentaire, vous la sortez avec ces nucléides. Mais ces petits nucléides, à quoi ils vont servir? Eh bien, à 2 choses. Soit cette géode élémentaire avec ces nucléides iront au centre du plateau et donc ça augmentera votre résistance, soit vous la placez sur le bout d'un canon et donc ça augmentera la puissance de votre canon. Comment se souvenir de ça? Eh bien, les réglettes d'attaque et de défense rappellent qu'on doit y ajouter les nucléides en rapport avec soit notre cœur, soit notre attaque. Et combien ça rajoute en défense? Le nombre de nucléides en défense. Et combien ça rajoute en attaque? Eh bien, le nombre de nucléides en attaque. Mais ces nucléides auront un petit problème. À chaque utilisation, que ce soit après chaque tir ou après chaque défense avec ces nucléides, vous allez perdre une nucléide. Donc les nucléides ne resteront pas indéfiniment. Vous voyez d'ailleurs qu'au niveau du plateau, c'est creusé pour pouvoir placer les nucléides sur le bord de la géode de fusion. C'est assez malin pour ça. Il n'y a que 3 emplacements car on peut mettre maximum 6 nucléides sur une géode élémentaire. D'ailleurs pour ça que l'améliorateur est limité à 6. Lorsque vous altérez la capacité, pour rappel, vous pouvez faire +1 -1 sur les dés, vous pouvez inverser alpha bêta, mais vous pouvez aussi surexploiter. Lorsque vous surexploitez l'améliorateur, vous doublez la valeur d'alpha plus bêta. On était à 9, je passe donc à 18, donc 2 x 9, et à 18, j'atteins 5 nucléides. C'est vachement rentable, par contre, il ne faut pas oublier de dépenser une gemme de courant alchimique supplémentaire afin d'altérer la capacité. L'améliorateur, j'aime beaucoup parce qu'il y a un peu cet aspect menace envers un adversaire, où si on la pose au centre, on va être difficile à attaquer. Mais si on la pose sur un canon, l'adversaire va avoir un peu les chocottes. Et puis c'est un module qui est super simple à ajouter, vous le mettez, vous pouvez juste rajouter des petits trucs sur votre géode élémentaire. Donc voilà, rien de compliqué et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce module-là. On passe maintenant au module suivant. Le module suivant que je vais vous présenter, c'est le fortifieur. Pour vous résumer simplement, le fortifieur, c'est l'action qui vous permet de gérer vos PV. Dans une partie basique, lorsque vous ne jouez sans fortifieur, vous avez 50 PV chacun et encore que on peut gérer ça un peu comme on veut. Lorsque le fortifieur est en jeu, là vous aurez besoin de faire l'action pour gagner des PV. Car si vous n'avez pas du tout fait l'action fortifieur, lors d'une phase d'affrontement, on vous donnera 20 points de vie et c'est tout. Comme l'améliorateur, vous rajoutez juste ce module-là et vous pourrez placer un jeton ouvrier dessus. Vous dépensez vos gemmes comme d'habitude. Le fortifieur fonctionne avec alpha moins bêta. J'avais alpha 5, bêta 4.
Je me retrouve à 5 moins 4, 1, et voici ce qui va se passer. Lorsque je fais mon action d'améliorateur, je prends un de mes petits dés personnels, donc ceux de ma réserve, et je le place au centre du fortifieur. Peu importe le sens. Ensuite, je prends la valeur alpha moins bêta. Ici, j'ai fait 1. Je décale donc ce dé du résultat, donc ici de 1. Ensuite, après avoir fait ce décalage, je peux décider de verrouiller 0 à 2 dés. Qu'est-ce que ça veut dire verrouiller? Eh bien, ça veut dire gagner des points de vie quelque part. En l'occurrence, je viens de déplacer mon dé de une case comme je viens de vous le présenter. Si je décide de verrouiller ce dé, j'aurai donc 5 points de vie pour la phase d'affrontement. Et là, vous vous dites que c'est pas ouf, ou en tout cas, il m'aurait fallu des valeurs un petit peu différentes. Imaginons dans l'extrême, je fais 1 moins 6, je me retrouve à moins 5, je prends donc un dé et le déplace de moins 5 cases. Et donc, moins 5, ça va le déplacer vers la gauche. Là, je peux le verrouiller à une valeur bien plus élevée, par exemple ici 25. Mais le truc intéressant, c'est de ne pas verrouiller des dés parfois. Imaginons que je n'ai pas verrouillé mon premier dé et que je suis toujours à une valeur de alpha 5 et de bêta 4. Je me retrouve donc à 1, je vais dépenser une gemme de courant alchimique supplémentaire pour altérer la capacité et passer mon bêta à 3, ce qui me donne une valeur de plus 2, puisque 5 moins 3. Je pose mon dé, et lorsque je vais déplacer de 2 mon dé, il va décaler l'autre dé qui est à côté. En l'occurrence ici, de 2 cases. Juste après, je peux verrouiller ces dés. Je verrouille donc 2 dés, 1 à 10 et 1 à 15. Ça me fait une valeur de 25 points supplémentaires. Et oui, je vais pouvoir décaler les dés comme ça si je ne les verrouille pas. Par contre, s'ils ne sont pas verrouillés à la fin de la phase de gestion, bah tant pis pour moi. Vous imaginez donc que si par exemple j'ai un différentiel de 4, eh bien je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4, là on se retrouve après à verrouiller un 20 et un 25, donc 55 PV d'un coup, c'est quand même assez balèze. On peut pas verrouiller un endroit qui a déjà été verrouillé, donc la valeur 20 et la valeur 25 qui est sur la droite du fortifieur sont bloqués. Le jeu a quand même un nombre de PV maximal qui est de 99, on ne peut pas dépasser cette valeur. Et si jamais à la fin de la phase de gestion, on se retrouve à moins de 20 PV avec le fortifieur, on a minimum 20 PV, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous surexploitez le fortifieur et que donc vous dépensez une gemme de plus, vous pouvez déplacer d'une case 1 à 2 dés non verrouillés. Par contre, pas 2 fois le même. Le fortifieur, c'est une case où on va devoir souvent payer cher. Ça reste un jeu de pose d'ouvrier et si l'emplacement est pris sur le fortifieur, les gens vont quand même se ruer dessus et donc dépenser plus de gemmes de courant alchimique pour pouvoir faire cette action, car si on n'a pas de PV, bah ça va devenir très compliqué. Et la mécanique de pousser les dés à gauche ou à droite selon la valeur d'alpha et bêta, en dépensant les gemmes, en altérant la capacité, donc par exemple là j'étais à 5 et 3, et ben je peux inverser alpha et bêta virtuellement, donc j'aurai 3 et 5, donc ça ferait moins 2 au lieu de plus 2, donc je décale mes dés sur la gauche au lieu de sur la droite, ça permet de comboter encore et encore et encore. Donc le fortifieur, nouvelle mécanique pour vous ajouter de la variété à vos machines, donc des PV différents entre les joueurs. Maintenant qu'on a vu ces deux nouveaux modules, je vais maintenant vous présenter une nouvelle étape possible, autre qu'une phase de gestion, d'affrontement ou de repos. Il s'agit de la phase d'édification. Lorsque vous m'avez vu parler d'artefacts dans la première vidéo règles de jeu, les murs étaient déjà placés dans l'arène. Ici, nous allons les placer nous-mêmes. Lorsqu'arrive une phase d'édification, nous allons placer les murs de l'arène. Et si c'est la dernière phase d'édification avant la phase d'affrontement, on va aussi y placer les joueurs. Mais d'abord, je vous montre comment on place les différents murs. Je vous l'avais dit dans la règle de base, mais l'auteur du jeu, Franck Beauvais, a mis absolument toutes les possibilités avec des dés dans son jeu. En l'occurrence ici, on va placer les différents murs de l'arène à l'aide des dés. Comment ça va se passer? On a tout d'abord un dé qu'on va jeter qui représentera la forme du mur de l'arène. Ici, par exemple, on a un 4. Très bien, donc le mur ressemblera à ça. Mais où va-t-on placer ce 4? Et bien pour ça, on va balancer 2 fois 2 dés afin de faire apparaître sur les coordonnées du plateau le mur en question. Là, mon premier lancer m'indique 8 et mon deuxième lancer m'indique un 7. Je prends donc la coordonnée 8, 7, donc 8 abscisses 7 ordonnées, et je place ma forme de 4 sur cet emplacement. Oui, le centre est en quelque sorte le point qui aurait fait un 5 dans cette forme. Et je répète ce processus pour 4 murs. Donc je rebalance mon dé, ici j'ai un 2, et je garde l'orientation que j'ai face à moi pour l'orientation du 2, parce qu'il peut être comme ça ou comme ça, sur l'arène elle-même. Je rebalance 2 dés, je tombe sur 8, je rebalance 2 dés, je tombe sur 9. Ici, j'ai un super exemple à vous montrer justement sur qu'est-ce qui se passe si la coordonnée tombe pile poil sur un autre mur qu'on a placé. Et bien là, en l'occurrence, je ne peux placer qu'une partie du 2. Cette tuile-là représente la partie en haut à droite du 2 et cette tuile-là, celle d'en bas à gauche. Donc finalement, le 2 est présent mais mélangé avec le 4 de tout à l'heure. Et on recommence l'opération. Je fais apparaître un 1 en
8, 4. Ça nous fait un mur ici. Dernier lancé, je fais apparaître un 4 en 8, 10. Et là, vous vous dites que oui, je suis tombé beaucoup de fois sur un 8 quand même. Ça, ce sont les stats qui parlent, c'est uniquement le fait que comme on balance 2 dés, on a beaucoup plus de chances de faire des 7 ou des 8. Et quelque part, ça sert un peu le jeu. Là, en l'occurrence, ça fait une arène un peu bizarre avec des murs qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Il y a surtout pas beaucoup de murs. Mais l'idée, c'est de quand même concentrer l'attaque plus ou moins au centre de l'arène pour qu'on ne soit pas à des coins en train de faire d'autres choses, etc. Là, en l'occurrence, j'ai des murs très bizarres, je vous l'accorde. Ça, c'est pour les murs à placer. Pour les joueurs, eh bien, chaque joueur va choisir un côté du plateau. Ils vont balancer 2 dés et c'est la coordonnée où ils se placeront sur un des côtés. Là, j'ai fait un 7, je poserai mon artefact sur la case 7 d'un des côtés. Je peux choisir par contre l'orientation de mon artefact comme je le souhaite. Si par exemple j'ai fait une machine qui va complètement toujours en arrière, bah mieux vaut que je le mette à l'envers par rapport à l'arène. Et on fait ça avec tous les autres joueurs. J'en ai fini avec l'édification de l'arène. Maintenant, je vais vous présenter les pièces de haute qualité dont je vous parlais dans l'introduction. Les pièces de haute qualité sont d'ailleurs quelque chose d'assez facile à ajouter dans ces nouvelles parties. Il s'agit de ces 3 pièces-là que j'ai en main. Je sais, c'est petit d'ici, vous voyez pas grand-chose. La première pièce de qualité que je vous montre, c'est le canon, mais sophistiqué. Les 3 types de pièces que je vais vous montrer se placent toujours de la même manière. Un canon sophistiqué, par exemple, se place en plaçant 3 canons sur le même emplacement. Je ne peux pas faire 2 canons au même emplacement, puis le 3e un autre tour. Je peux faire par contre placer un canon, puis 2 autres canons plus tard. Mais en tout cas, au total, il me faudra 3 canons au même endroit pour faire apparaître un canon sophistiqué. Pour l'aiguille de translation augmentée dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est la même chose, c'est-à-dire il faut 3 aiguilles de translation au même endroit pour en faire apparaître une. Et le blindage renforcé et miroitant demande de poser 3 blindages légers sur le même emplacement. Maintenant, à quoi servent ces différentes pièces? Le canon sophistiqué a un bonus, c'est d'ajouter la face du dessous du dé lors d'une attaque. Petit rappel, un dé sur un canon a différentes capacités, notamment la face du dessus, c'est la portée du canon. La face de devant, c'est de l'énergie qui est envoyée au canon. Et les faces sur les côtés, c'est juste de l'énergie qui est transférée sur d'autres canons, etc. Ici, vous allez pouvoir ajouter une face qui rajoutera des dégâts supplémentaires dans la fameuse réglette de dégâts. C'est donc cette étape-là de la calculatrice. Et donc, vous ajoutez encore plus de puissance à votre canon. Ça peut permettre de rajouter énormément de points de dégâts à notre canon. Par exemple, j'avais mis un 6 dessous et le canon en lui-même récupérait 3 dés d'énergie qui lui donnait 6 aussi. On était à 18, on passe maintenant à 24 de puissance possible, c'est extrêmement puissant. Bref, le canon sophistiqué rajoute la face du dé du dessous en puissance lors d'une attaque. Maintenant, je vous présente l'aiguille de translation augmentée. Donc c'est cette face violette qu'il y a sur l'aiguille de translation et donc quand vous posez 3 aiguilles de translation au même endroit, vous en avez une augmentée. Une aiguille de translation augmentée vous permet simplement de passer à travers les obstacles lorsque vous vous déplacez. Et donc les murs ne vous gênent plus. Croyez-moi, ça peut être extrêmement puissant. Oui, c'est tout pour cette pièce de haute qualité, mais en même temps, il n'y a pas tout qui est compliqué non plus. La dernière pièce à vous présenter, c'est le blindage miroitant et renforcé. Vous vous souvenez tout le blablatage que je vous ai fait autour des blindages? Eh bien ici, vous pouvez avoir le blindage le plus puissant immédiatement. Un blindage miroitant et renforcé n'est pas un type de blindage supplémentaire, c'est simplement un blindage miroitant, renforcé et léger en même temps. Et donc, vous aurez, grâce à ce blindage, 8 de défense possible. Et surtout, vous avez les 3 types de blindage dessus, ce qui veut dire que si vous avez un autre blindage à côté, puisque les blindages vont de pair, eh bien vous allez déclencher les effets spéciaux de chaque type de blindage. Si jamais vous avez, imaginons, un blindage miroitant et un blindage miroitant renforcé de l'autre côté, eh bien vous ajoutez l'effet du blindage léger et l'effet du blindage miroitant. Et si vous avez 2 comme ça, là vous ajoutez tous les bonus, enfin là ça devient ouf quoi. Pareil, le blindage miroitant renforcé se place en plaçant 3 blindages légers au même endroit. J'en ai terminé avec les pièces de haute qualité. Il me reste une chose à vous montrer pour cette vidéo, c'est le calendarium avancé. Le calendarium avancé, c'est cette fameuse roue que vous voyez ici,
qui vous permettra de rendre vos parties bien plus variées. C'est toujours une roue normale pour ce qui est de s'il n'y a rien, c'est une phase de gestion, s'il y a une tuile phase de repos, c'est une phase de repos, s'il y a une tuile phase d'affrontement, c'est une phase d'affrontement. Et maintenant, la tuile édification de l'arène comme je vous ai présenté tout à l'heure. Vous pouvez maintenant sans problème poser une tuile d'affrontement, ou 2, ou 3. Ça vous permet de faire quelques phases d'affrontement lors de la partie. Comment ça va se passer sur ce calendarium avancé? Vous allez placer vos différentes phases sur ce calendarium. Par exemple, je pose une phase de repos après 2 phases de gestion. Je pose mon édification de l'arène 2 phases après 2 autres phases de gestion. Puis je pose ma phase d'affrontement après une phase de gestion. Ça, vous pouvez le moduler un peu comme vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs phases de repos, plusieurs phases d'affrontement. Mais surtout, ce qui est intéressant sur ce calendarium, c'est que chaque phase de gestion auront un effet supplémentaire. En témoignent les différents symboles que vous y trouvez. Je vais vous les passer un par un, avec les noms des signes astrologiques. Le symbole vierge rajoute une gemme de courant alchimique pour tous les joueurs pour cette phase de gestion. Balance permet, si vous récupérez une géode élémentaire d'air, de récupérer une supérieure. Je vous explique les géodes supérieures juste après. Scorpion rend l'action balistique de base gratuite. Vous n'avez pas encore vu l'action balistique, mais lorsque vous placerez votre ouvrier sur l'action balistique, vous ne paierez pas la gemme de courant alchimique de base. Vous ne paierez que les supplémentaires pour altérer la capacité ou parce qu'il y a d'autres personnes dessus. Sagittaire permet de gagner une géode de foudre supérieure. Capricorne permet d'avoir l'action fortifieur gratuite lors de cette phase de gestion. Verseau permet d'avoir une géode supérieure d'eau lorsqu'on chope une géode d'eau. Poisson, l'améliorateur est gratuit. Aries, l'installation architectonique est gratuite. Le Taureau, la géode de terre supérieure. Gémeaux, le fusionneur gratuit. Cancer, l'installation cinématique gratuite. Et Lion, la géode de feu supérieure. J'ai passé rapidement sur les suivants, mais vous avez vu que ça se base toujours plus ou moins sur les mêmes choses. Donc c'est pour ça que je suis passé rapidement. Qu'est-ce qu'une géode supérieure? Eh bien, c'est une géode supérieure. Comme je l'ai dit, lorsque vous allez choper une géode de l'élément en question, eh bien vous allez en choper une supérieure, c'est-à-dire, imaginez un peu une x2 de cette géode. Les géodes élémentaires supérieures vont simplement doubler les dégâts élémentaires de l'attaque. Et donc on va passer de plus 2, 3, 4, 6 à 4, 6, 8, 12. Donc on peut mettre encore plus de dégâts grâce à ces géodes. Si vous les mettez par contre en cœur, ça ne vous servira à rien. Voilà pour le calendarium avancé, il me reste une chose à vous présenter, c'est comment ça se passe quand on a plusieurs phases d'affrontement. Lorsqu'une phase d'affrontement est terminée, chaque joueur récupère tout leur cube d'énergie pour les mettre dans la réserve générale et chaque joueur récupère tous leurs dés pour les mettre dans leur propre réserve. Et remettez aussi vos points de vie à leur valeur initiale, c'est-à-dire la valeur avec laquelle vous avez commencé cette phase d'affrontement. Et la phase de gestion qui suit cette phase d'affrontement, l'ordre du tour sera déterminé par celui qui a le moins de points de victoire, puis jusqu'à celui qui en a le plus. S'il y a une égalité, on fait un lancer de dés et on voit qui c'est qui passe en premier avant l'autre. Et simplement, on va garder les points de victoire de cette première phase pour l'ajouter à la phase d'affrontement suivante, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière phase d'affrontement et que donc, on termine la partie et on regarde qui a le plus de points de victoire. Cette vidéo se termine maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est très important si vous avez des questions sur ce jeu. L'auteur du jeu ou moi se feront un plaisir de répondre à vos questions. Pour ne pas louper les informations d'Artefact, il y a cette chaîne YouTube, mais il y a aussi surtout le site internet. Abonnez-vous au site internet pour être averti d'absolument tout. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, moi je vous dis salut!